Amis de l'art, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le fameux Café des Arts, le lieu où se rencontrent réalisateurs, scénaristes, dramaturges, BDistes et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est une grande figure culturelle en termes de promotion et de valorisation de l'art pictural algérien et oranais en particulier. Un artiste qui a plusieurs casquettes à son actif, il est notamment artiste peintre, journaliste et détenteur d'une galerie d'art. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une figure oranaise importante dans le domaine de la préservation et la valorisation culturelle, Monsieur Hamid Tarzouti. Monsieur Tarzouti, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui au Café des Arts. C'est un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Bon, déjà, le Café des Arts est en train de s'imposer. En fait, Monsieur Tarzouti, pour vous présenter, parce que quand même vous êtes quand même un soldat de l'ombre dans le domaine de la culture. Donc vous n'êtes pas au devant de la scène, donc très peu de gens malheureusement ne vous connaissent pas. Donc on va profiter de votre présence aujourd'hui pour parler du travail très important que vous réalisez pour la préservation et même la promotion de jeunes artistes très talentueux, notamment dans le domaine de la peinture. Mais déjà pour commencer, Monsieur Tarzouti, vous n'avez pas toujours été dans le milieu artistique. Vous avez une formation complètement en dehors de tout ce qui est artistique. Donc je vous laisse un peu le temps d'en parler. Oui, tout à fait. Oui. Hamid Tarzouti, j'ai toujours vécu à Oran. J'habitais le quartier de proximité de l'hôtel de ville, de la mairie, boulevard Charlemagne. Et c'est là que j'ai grandi. Donc ma formation était plutôt technique. Donc je suis diplômé du domaine pétrolier. Pétrolier, exactement. Et aussi détenteur d'une licence en traduction. Et je me suis versé un petit peu dans le journalisme. Oui. En dilettante, à temps perdu. Ouais. Et finalement, avec le temps, je me suis intéressé à l'art. L'art pictural, spécifiquement. C'est vrai, il est important de le préciser. Mais en fait, la question qui m'a toujours intéressé, c'est que, vu votre parcours académique, on va dire, pourquoi ce penchant vers le milieu artistique à un moment donné dans votre vie? Eh bien, tout a commencé au moment où, lors de la création d'une entreprise familiale, j'ai été gestionnaire d'un atelier d'encadrement. Oui. Je m'occupais des encadrements proprement dit pour valoriser un petit peu les œuvres d'artistes qui venaient vers moi. Et cela s'est transformé en acquisition d'œuvres où ça m'intéressait. Donc c'était le fait de côtoyer des artistes par là, oui, côtoyer les artistes. Qui a éveillé justement cette... Oui, les artistes qui... aussi par amour de l'esthétique. Oui. Moi, j'ai toujours aimé le beau, quelque chose c'est-à-dire ce qu'on peut, en tant que manuel, j'aimais bien ce qui était réalisé par une main d'homme. Et puis la prouesse au bout des doigts, c'est impressionnant quand on voit une œuvre comme ça qui est présentée par un artiste. Tout à fait. Et lequel artiste, au moment de vendre, il doit mettre en valeur. Donc je me suis beaucoup occupé de ça. Oui. Et de fil en aiguille, j'ai senti que les artistes avaient besoin d'être un petit peu entourés, d'être un petit peu encadrés, soutenus. Soutenus et de partager quelque chose avec eux. Oui. Donc, et là, je me suis versé dans la promotion de l'art proprement dit. Donc les artistes venaient vers moi, ils me demandaient des conseils. Oui. Et voilà. Et donc, juste après est venue l'idée d'organiser quelque chose. D'où les premières expositions qui ont commencé. Désolé de vous interrompre. En fait, en parlant des expositions, est-ce que c'était avant ou après votre parcours de journaliste? Je dois dire que c'était en même temps. Ah, en même temps? C'était en même temps, oui. D'accord. En même temps. Journaliste,
c'était un petit peu des portraits. Oui, justement, c'est des portraits que vous avez réalisés pour Al-Watan. Donc c'était sur plusieurs figures culturelles, donc, Oui, les figures. notamment le Wishid par exemple. Ouais, figure emblématique d'Oran, Abdelkader Alloula, Allah yarhamah, Ouais. Ahmed Ouabi, Allah yarhamah. D'ailleurs, en parlant d'Abdelkader Alloula, il y a une très très belle histoire sur comment vous avez pu le rencontrer pour réaliser le portrait. C'est Abdelkader, oui, je le disais, c'est toujours une fierté d'avoir rencontré ces gens-là. Oui. Et avec le temps, on sent que ça prend de la valeur, ça prend de la notoriété. Oui. Et c'est impressionnant. Dans la mesure où c'est Abdelkader, il n'aimait pas être approché par les journalistes régulièrement. Oui, la Lui, plupart travaillaient dans l'ombre. par modestie. D'ailleurs, bon, j'ai pu avoir son adresse par Raja, sa femme, Oui. Alloula, que je salue au passage. Et j'ai pu le joindre à un endroit où il s'est consacré activement et il était en train de finir le centre des enfants cancéreux de Cap-Blanc. Oui, à titre bénévole. À titre bénévole, bien sûr. Ouais. Il était en tenue de travail. Et ils n'en parlaient jamais. Non, les gens le savaient, mais lui, il n'en parlait jamais. C'est là que je l'ai rencontré. Je lui ai proposé de faire un portrait Ouais. sur lui. Il m'a dit non, il faut faire un portrait sur le théâtre. Il faut parler du théâtre, non pas de Abdelkader Alloula. D'accord. Quand même, Ahmed Ouabi aussi, c'était un plaisir de le voir, bien qu'il était... immense figure musicale oranaise. Oui, ça reste un grand personnage de la chanson oranaise. Il était Le pionnier de la musique. Oui, son style, c'était Oranais. l'oranais qu'on appelle l'asri. L'asri, voilà. Et ça, vous le faisiez en parallèle de votre métier de Oui, propriétaire d'une galerie d'art. Toujours proche de l'art, toujours avec les artistes, on travaillait Donc tranquillement. vous en avez fait votre métier à plein temps. Oui, une occupation à plein temps, oui, bien sûr. Et puis, au fil du temps, on commence à connaître les artistes. Il y en avait plein. Je citerai Marhouma qui était assez proche de moi, Leila Farhat. Il y avait Belmeki, Farhaoui, Madem, Benata. Oui, vous avez... Il y avait plein, Kour Nourdine, il y avait Baya aussi. Chender. Baya, vous l'avez côtoyé Baya aussi. Marhouma, je l'ai connue quand elle est passée à Oran, quand elle est venue sur Oran. Ouais. Oui, où j'ai fait plusieurs acquisitions auprès d'elle. Et donc, C'est quand même impressionnant, M. Tarzotti, de côtoyer autant de noms connus aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'il était un peu moins à l'époque, mais voir aujourd'hui la reconnaissance qu'ils ont à l'échelle internationale, c'est quand même quelque chose de... Bien voir sûr. que vous avez pu côtoyer ces gens-là. bien sûr, mais je dois avouer qu'à ce moment-là, on ne se rendait pas compte de ce qui se tramait pour nous. C'est-à-dire que pour nous, c'était juste c'était une activité comme une autre. Oui, et donc une action, qu'elle soit d'ordre associatif ou d'ordre promotion, aider. Moi, aider, c'était surtout aider. Là, on était dans le milieu, donc on ne sentait rien. Tout à fait. On y Et allait. justement, M. Tarzotti, étant donné que, quand même, pour le préciser à nos chers téléspectateurs, on parle quand même d'une période assez difficile et assez sensible en Algérie, à cette époque-là où l'art était plus ou moins un peu un secteur à risque. Pourquoi vous, avec L'art et le cursus- journalisme. Hein, l'art. Oui, Ouais, absolument, l'art et le journalisme, tout à fait. Ouais. Donc vous, avec votre bagage académique, pourquoi vous avez tout de même voulu vous consacrer à cette branche-là, malgré tous les risques qu'il y avait? Je l'ai dit, hein, on ne se rend pas compte, on est entraîné, on est littéralement. envoûté, D'accord. Et on le fait spontanément. D'accord. On le fait à la demande de l'artiste, il est là, il veut organiser quelque chose, il veut une exposition, il veut faire valoir son travail et tout ça. Voilà, et puis on était attentif un petit peu aux responsables, je veux dire les responsables de l'exécutif. Hein. Il fallait bien qu'il y ait une petite animation quelque part. Tout à fait. Malgré que les conditions étaient un petit peu difficiles, c'est vrai. Mais bon, nous on était dans le bain. Mais quand même, vous avez été très, très actif d'ailleurs à ce niveau-là. Vous avez même pu organiser plusieurs expositions internationales, notamment une qui est très très intéressante, c'est celle de Genève. Celle de Genève, oui, en 2000 avec Parce qu'elle a l'artiste. été accompagnée d'une petite anecdote très très intéressante. Oui. Bon, j'aimerais qu'on en parle. L'artiste Chérif Slimane. Tout à On a, grâce à un petit coup de pouce des Algériens de Genève, de Suisse,
qui nous ont aidés. Et donc on a pu organiser une exposition qui a eu beaucoup de succès. Oui. Et là, un petit peu en vaquant nos occupations et puis en visitant un petit peu la ville, Oui. au bord du lac Léman, on a vu des structures qui nous étaient familières. Et j'ai dit à l'artiste qui était avec moi, je lui ai dit, ça me rappelle quelque chose. En fait, c'était 2 lions réalisés en pierre, la pierre de Vérone. Ces 2 lions-là, ils étaient réalisés 10 ans auparavant que ceux de la mairie d'Oran, ceux en bronze. Donc ils étaient réalisés par le même artiste, sculpteur, qui était Auguste Cahin. Donc les lions sont identiques, littéralement. Identiques. D'ailleurs, j'ai fait un papier sur la tribune de Genève, Oui. qui a été publié à la tribune de Genève et à l'Ouatan. L'Ouatan à l'époque, c'était en 2000. Oui. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est que le duc de... Ça s'appelle le monument de Brunswick. Oui. Le duc de Brunswick avait fui les troupes rebelles Oui. en Autriche. Et donc il a été accueilli par la ville de Genève. En reconnaissance, il a proposé de construire un monument. Et les autorités genevoises ont fait appel à ce sculpteur-là pour réaliser ces... Donc c'est littéralement le même artiste qui a réalisé les 2 sculptures. Voilà. Et donc ça permet de faire la jonction entre le rapprochement entre 2 villes, Oui. Oran, Genève. C'est juste un petit lien qui peut servir. Oui. Les... Parce que quand même, ça reste l'un des symboles les plus Bien emblématiques sûr. d'Oran. Oui, Donc, oui. Les papiers, enfin les articles ont été répertoriés et classés dans les archives de Genève. Oui. Actuellement, j'ai reçu une reconnaissance. En fait, une chose que j'ai remarqué, M. Tanzoti, avec les divers échanges qu'on a eus au fil de nos rencontres, c'est que de voir que ce n'est pas uniquement l'art oranais qui vous intéresse en particulier, mais c'est toute l'histoire de la ville. C'est Oran, oui, c'est Oran. Parce que même Ben Oran, oui. quand on se balade dans la ville, oui. chaque quartier raconte une histoire. Oui. On trouve un peu une touche artistique, notamment au Ouais. niveau de Front de Mer, qui n'est pas très loin, Ouais, juste à ouais, côté. ouais. Donc justement, qu'est-ce que la ville représente pour vous, que ce soit d'un point de vue artistique ou juste en tant que ville On l'a toujours dit, une ville, si elle doit être, si elle prétend à un statut de métropole, il faut qu'elle se hisse à un haut niveau, Oui. sur tout point de vue, hein. Oui, Niveau architectural, niveau social, niveau de facilité de vie, il faut que le citoyen se retrouve, il faut que l'étranger aussi trouve son épanouissement. Il faut qu'il vienne pour visiter un site, Oui. il faut qu'il vienne pour développer quelque chose. C'est pour ça que l'aspect artistique doit être présent. Bien sûr, Que ce soit à travers la restauration, qui est aussi un travail artistique. Restaurer, c'est aussi un art. Donc que ce soit à travers la restauration, même d'embellissement. Et d'embellissement d'une manière assez atypique. si je dois parler du Front de Mer, qui est la Par vitrine exemple. d'Oran, Oui. moi j'ai proposé des structures comme ça, sur les panneaux là où on a mis des photos. Moi j'ai proposé des vagues comme ça, ce qu'on appelle la vague grecque, et avec des inscriptions, bien sûr imprégnées en inox, impression de tous les artistes ou des hommes de lettres ou des sportifs de l'Oranie qui sont décédés. C'est-à-dire une manière de les honorer, une manière de... Et de les faire aussi découvrir. Front de Mer, c'est quand même un boulevard très emprunté. Bien sûr, c'est la vitrine d'Oran, c'est le balcon, on appelle ça le balcon. Et donc maintenant, un étranger, quelqu'un qui visite la ville d'Oran, ou bien même les habitants d'Oran, ou bien d'Algérie qui viennent en visite à Oran, en longeant le Front de Mer, ils vont découvrir des noms. Et puis avec leur enfant ou avec leur famille, avec leurs proches, ils vont se poser la question, qui c'est lui? Freha Abdelkader. Freha Abdelkader, c'était un joueur de football. Hein, on va faire l'inscription, Freha Abdelkader, né telle année, la date de naissance, date de décès, et puis ce qu'il était. Abdelkader Aloula, homme de théâtre, dramaturge. Donc c'est une sorte de plaque commémorative. Ahmed Wahbi, Hedfi Miloud. Oui, par exemple. Il a eu l'honneur d'être le stade, le complexe olympique porte son nom. Bon, maintenant mon idée c'était ça, Sabah Sarira, etc., etc. On va vers, et puis les penseurs aussi, les artistes en général. Et ça c'est bien, parce que ça va se pérenniser. C'est-à-dire que à l'épreuve du temps et à l'épreuve des intempéries, et à l'épreuve du vandalisme. Oui. Alors, réaliser ça avec
du marbre, du grès, de la pierre, et incruster les inscriptions avec de l'inox qu'on voit de loin. Et au passage, vous savez, il y a, je crois, 111 panneaux sur le front de mer. Oui. Je crois que j'ai compté 111. Les 111, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Bien sûr. Shaila al-Houari, pour ne citer que... Et enrichir aussi, et les enrichir au fur et à mesure. Bien sûr, Oui, les oui. entretenir, les enrichir. Et puis, c'est dans le temps, ça y est, on met ça Oui. maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et Monsieur Tarzouti, c'est une question un peu personnelle que j'ai envie de vous poser. Vous, aujourd'hui, en tant que propriétaire d'une galerie d'art, quel bilan pouvez-vous dresser aujourd'hui de la situation des nombreuses galeries d'art, que ce soit au niveau de l'Algérie en entier ou d'Oran en particulier, et aussi quel rapport avez-vous, quel bilan aussi dressez-vous de l'état de l'art aujourd'hui en Algérie? Eh bien, aujourd'hui, les gens ont tendance à parler du marché de l'art. Oui. Le marché de l'art, c'est bien beau d'en parler, mais on n'en est pas là. Le marché de l'art, on ne peut pas le créer comme ça. C'est pas possible. Il faut commencer par le commencement. Déjà, il faut fédérer les courants artistiques. Je parle de l'art pictural. Hein. Oui. Il faut fédérer, c'est-à-dire il faut mettre une jonction entre les différents courants, par exemple les Aucham, les artistes du signe. Il faut qu'il y ait une réflexion posée sur le devenir de l'art. Oui. Et puis il faut surtout multiplier les rencontres. À Alger, il y a un bouillonnement. À Alger, ça se passe bien. D'accord. À Oran, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait quelques galeries qui ont fermé. Moi, je fais un petit peu, comme a dit un ami, de l'acharnement. De l'acharnement. Et bon, Je pense que c'est le moyen aussi pour survivre dans ce milieu, je pense. oui, non, c'est bien. aussi- Les artistes, Tout le temps être à la les chaîne, artistes ne demandent qu'à être entendus, qu'à être accueillis, Absolument. qu'à être soutenus. Ouais. Et donc voilà, hein, une galerie, son rôle, c'est de... Parce qu'il y a beaucoup de marchands d'art. Hein, et il y a une différence entre marchand d'art et galeriste. Justement, Ouais. c'est exactement. Il y a une Un différence. galeriste, Ouais. un galeriste, il est proche des artistes. C'est vrai. Il communique directement avec les artistes. Ouais. Et son devoir, c'est de Mettre en conseiller, avant. Ouais. les artistes, de les orienter, de faire des acquisitions, Oui. Et de les promouvoir. soit faire des acquisitions directes, soit de proposer une expo-vente, exposition-vente, Tout à fait. et donc de valoriser ces œuvres, de les mettre en valeur, d'organiser des expositions par des vernissages, et puis de vendre. Tout à fait. L'artiste doit passer par une galerie pour vendre Oui. son travail, Tout à fait. son chef-d'œuvre. Oui. D'accord? Et ce qui me désole c'est que parfois il y a des artistes qui font du porte-à-porte. Ça, c'est pas bon pour eux. Oui, Ça ne fait que étouffer l'art pictural d'une certaine manière. Oui. D'accord? Maintenant, pour le devenir ou l'avenir de l'art pictural, il faut multiplier. C'est-à-dire, moi je le dis toujours, il faut une volonté politique. Il y a quelques jours, le président de la République a parlé de la rénovation, la modernisation de la ville d'Alger. C'est une très bonne chose. Cela me comble, mais ça me comble doublement lorsqu'il dit qu'il faut un suivi rigoureux et il faut respecter les délais. Ça ne sert à rien de commencer un projet et de le laisser en souffrance pendant des années. D'accord? Donc il faut y aller. Moi je pense que dans le domaine de l'art pictural, c'est très facile. Il faut multiplier les espaces d'exposition. Il faut donner la chance à tout le monde pour les événements. Et puis il ne faut surtout pas cibler que les événements. On n'entend pas des fois c'est Il faut que ça soit. du ponctuel. On Ouais, sent que c'est il du faut que ce soit ponctuel. assez régulier à Bien sûr, longueur d'année. bien sûr. Quand même, Il faut de temps en temps donner ça ne libre vit pas cours. que par les événements. Comment? Ça ne vit pas que par les événements. Ça doit Exactement. avoir une fréquentation Exactement. régulière. Moi j'aimerais bien que les visiteurs, les gens qui visitent la ville d'Oran, j'aimerais bien qu'ils trouvent un petit peu une panoplie, disons, de ce que peut leur proposer une galerie ou bien un espace d'exposition. Bien sûr. On a actuellement
un espace qui est dédié c'est les arènes. Oui, oui. Les arènes, taureaux, communément appelé taureaux. Oui, justement, il y a à présent un espace pour exposer. Mais le problème avec les arènes, c'est que c'est destiné à une certaine catégorie de visiteurs, des touristes, qui viennent dans un bus, ils sont transportés, ils sont accompagnés, tout ça. Mais je dois dire, oui, honnêtement, les gens que je côtoie, parmi mes clients et tout, les visiteurs de la galerie, me disent qu'on ne peut pas aller jusque-là parce que c'est loin. Donc il aurait fallu qu'il y ait des espaces au niveau du centre urbain, à l'intérieur du centre urbain, de manière à ce que quand on sort de l'hôtel, on peut accéder facilement et à pied, en faisant une petite promenade. Oui. Ça serait agréable. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Vrai. Et en fait, là-dessus, vous me tendez un peu une perche parce que j'ai envie de parler de certains espaces qui étaient très très intéressants et qui malheureusement n'ont pas survécu à l'ère du temps pour cause de problèmes de gestion ou manque de fréquentation, etc. Ouais. Comme un projet dont on a déjà parlé en coulisses, c'est un projet de tapisserie artistique. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'ai eu l'honneur, et ça me fait vraiment plaisir, d'avoir tâté, et même j'ai pu toucher des tapis en laine pure, donc en laine vierge. Et des tapis travaillés ou c'est de... Oui, des tapis de Beya, une œuvre de Beya en tapis, avec une œuvre de l'Arbi en tapis aussi. Et ça, j'ai posé la question, et donc c'était une entreprise qui était située à Chechel, à Tipaza, oui. Donc, qui a été créée en 1901 oui. Par des Anglaises. Rendez-vous compte. Des Anglaises sur Alger, oui. Qui se sont inspirées des métiers à tisser de Tlemcen. Et donc elles ont eu l'idée de monter une affaire. Oui. Et elles ont employé 150 ouvrières oui. Et avec des métiers à tisser et tout, et ils réalisaient des tapis. Donc ces tapis-là ont été, pour l'histoire, ils ont été commandés par le paquebot Le France de l'époque. D'autres tapis ont été commandés par le Buckingham Palace, donc la résidence de la reine. Oui, oui, oui. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'il y a eu un tapis de 25 mètres, qui a été commandé par l'empereur du Japon, qui en a fait cadeau à son fils pour son mariage. Donc rendez-vous compte. Et il est rappelé que c'était un passage obligé pour les touristes qui se rendaient en Algérie. Donc Chechel, c'était une destination incontournable. Il ne fallait pas rater. C'est comme une entreprise historique. Oui, actuellement, cette entreprise, elle est partie comment dire, comme ça déchire le cœur de voir que en faillite, quand même, ouais, ils ont fait faillite. Dont les produits se sont retrouvés un peu partout dans le monde, soit aujourd'hui, soit cette entreprise a fait faillite. Je ne sais pas ce qu'il est advenu. Je sais seulement qu'il y a eu des maquettes des tapis oui. Qui ont été entreposés quelque part au niveau de l'édifice et que cet édifice-là aujourd'hui sert de parking payant. Et donc voilà ce que j'ai comme petit renseignement pour l'histoire. Les gens ne le savent pas, mais je vous assure qu'en voyant ces tapis-là, c'est fabuleux. Oui, ça fait mal au cœur de voir que... Oui, c'est dommage. Qu'une activité pareille n'existe plus. Et par rapport justement à ces tapis de Beya, etc., est-ce qu'il y a moyen de les retrouver aujourd'hui? Certainement, soit des particuliers, chez des particuliers, oui. soit à l'étranger, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui en ont fait des acquisitions à l'époque. Ils étaient bien lotis à l'époque et donc ils ont eu la possibilité de les avoir et les commander. Voilà. Impressionnant. Voilà. Et donc aujourd'hui, M. Tarzouti, quelles sont vos ambitions justement que ce soit pour le milieu de la galerie d'art ou pour le milieu artistique en général? Les ambitions, je l'ai toujours dit, c'est une volonté où les pouvoirs publics oui. Doivent penser à un centre d'art pour Oran. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut réunir les artistes et pour les réunir, il faut une structure qui les accueille. Oui, et donc ériger une bâtisse oui. Où on peut... Pourquoi? Parce que les artistes ont besoin d'être ensemble. Oui. Ils ont besoin d'être ensemble pour tisser des liens, pour échanger, oui. Pour collaborer et pour faire valoriser leur travail
soit en équipe, soit en individuel. Et pour cela, il faut qu'ils soient côte à côte. Oui. À ce moment-là, le visiteur, il va aller à cet endroit pour des acquisitions, pour découvrir, pour rencontrer, pour échanger. Et ça fait un centre de rayonnement supplémentaire. Absolument. En fait, la question a été plus adressée du côté du public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un public demandeur d'art en tant que propriétaire de... Public demandeur d'art, je vais vous dire une chose. Public curieux, qui vient découvrir, Oui, etc. il est très assoiffé. Il est très assoiffé de l'esthétique, Oui. proprement dite, hein, je veux dire le beau, ce Oui. qui va l'attirer. Oui. Une structure comme ça, une peinture, comme on dit, une croûte, banalement, ça va l'attirer et il va retrouver l'endroit. Il va retrouver, si c'est un paysage, il va se dire ça c'est où? Parce que vous savez, il y a beaucoup plus attiré par le paysage. Paysage mauresque, le traditionnel. Donc à ce moment-là, il va balayer le portrait, sauf si c'est un portrait qui va représenter une figure emblématique du pays, qui m'a l'Emir Abdelkader, qui est assez demandé. Vous avez aussi le travail féministe. Il y a des gens qui cherchent le travail féminin, la femme. Mais on a un petit souci avec le public, c'est que j'ai un souci. Bon, ça fait partie de notre religion, de notre croyance. C'est que on évite le figuratif. Pas mal de gens nous disent préfèrent l'abstrait. Non, le semi-figuratif. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit... Par exemple, le réalisme, il ne passe pas. Que le réalisme soit trop clair. Le réalisme, des personnes, représenter des personnes comme ça, non. Représenter des animaux, tout être vivant n'est pas... Donc des travaux comme ceux de Eugène Delacroix, etc. Ah, ce type je voulais en parler d'Eugène Delacroix. Mais allez, je vais finir le... D'accord. Voilà, donc le public, chez le public, il y a l'autre aspect qui est négatif. Oui. Chez certains visiteurs de la galerie, parmi le public, quand ils viennent, ils me disent « Alors l'art, comment ça se passe ?» Je lui dis « Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer quelque part, absolument. Il faut commencer, donner un coup de main à l'artiste. Moi, des fois, je reçois des clients qui me disent les artistes qui commencent, qui émergent. Je leur propose, je lui dis celui-là. Il me dit tiens, je vais lui donner un coup de main, je prends celui-là. Je vais lui donner un coup de main. C'est bien. Donc on achète pour soutenir. Et ça me fait. C'est très important. Ça fait du bon au cœur. Je vais donner un coup de main à quelqu'un qui est handicapé, à quelqu'un qui est dans la précarité, à quelqu'un qui est malade. Bien sûr. Mais ça reste quand même un effort créatif assez important. Bien sûr. Une toile, ça ne se fait pas en 2 secondes. Bien sûr. Mais le bonhomme, ce que je veux dire là, c'est que la personne ne fait pas l'acquisition par choix. Oui. Il le fait pour aider. Oui. Ça c'est très important. Voilà. Donc voilà. Mais tout à l'heure, on a parlé d'Eugène Delacroix. Eugène Delacroix a été, vous savez qu'il a été reproduit par notre ami Picasso. Oui. Hein? Oui. Picasso, je pense que les femmes d'Alger. Les femmes d'Alger, voilà. Oui, les femmes d'Alger a été réalisé par Picasso sur Alger. À Alger. Oui. Il en a réalisé 15 variantes des femmes d'Alger. Hein. Oui. Et les femmes d'Alger de Delacroix qui ont été réalisées en 1834, je pense, comme ça. Les femmes d'Alger, c'était le début de l'occupation française en Algérie. Donc, comme s'ils voulaient signer l'occupation armée, je veux dire, hein, armée de l'Algérie. Au moment où Picasso lui a donné une réplique, et c'est ça l'idée. Non, il a fait à sa manière. Oui. Il a fait. Picasso, il l'a réalisé en 1945. Pardon. 54. Déclenchement de la Révolution. Absolument. Donc c'était 2 artistes qui se répondaient mutuellement. Oui, qui ont communiqué d'une façon ou d'une autre. L'un répondait à l'autre pour 2 événements qui concernaient notre pays. Le déclenchement de la... Par contre, personne ne sait ça.
Ben, je l'ai lu sur le... Oui, je me suis documenté, donc je l'ai lu sur... Oui. Voilà. Oui, donc Picasso a c'est quand côtoyé... même deux œuvres artistiques Au passage, qui racontent... voilà, au passage, je dirais que Picasso a côtoyé Baya, Allah yarhamha, Oui. qui a elle-même côtoyé aussi Matisse. Oui. On dit qu'ils ont été influencés. Moi, je dis qu'ils n'ont pas été influencés. Ils ont été dans le même parallèle. Dans le même parallèle, voilà. Baya, c'était l'art naïf. Parce que moi, je dis, l'art qu'on est en train d'étudier, ça commence chez l'enfant. Tout à fait. Wallahi, ça commence chez l'enfant. Absolument. Moi, je leur dis, si vous touchez l'enfant, vous touchez les parents. Parce que l'enfant va demander au papa ou à la maman de l'emmener voir Tout à fait. les œuvres d'art, de l'emmener faire du dessin. C'est vrai, exactement. C'est une culture qui doit être inculquée dès le jeune âge. Et, bien sûr, et si que ce soit dans les jeunes. Et pour vers l'art, je pense qu'automatiquement, à un moment donné, l'art sera omniprésent dans la vie quotidienne de tous les jours. L'art, c'est l'apaisement. Tout à fait. C'est l'apaisement. Tout à fait. C'est une thérapie. Tout à fait. Voilà. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, M. Hamid Tarzouti. C'est moi qui vous remercie. Pour ce magnifique échange sur l'art en général, sur notre belle ville d'Oran. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres circonstances et pour nous approfondir davantage dans le sujet. Je profite de l'occasion pour saluer tous les artistes. Absolument. Salutations à tous nos artistes. Tous les artistes, que ce soit au niveau d'Oran ou... Bien sûr. Ou dans l'Algérie tout entière. Algérie. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Les amis, marhaba bikoum, bonsoir. C'est l'émission Patchwork Sahara fi Qsr qui reprend avec vous tout le long de cette saison. Et puis des mets, des objets, des devinettes, des chansons de notre patrimoine, de notre terroir. Soyez là avec une équipe exceptionnelle. Retrouvez Patchwork Sahara fi Qsr, présenté par Siham Kinnouch et son équipe exceptionnelle, vendredi à 21h sur Canal Algérie. Le 7 mai 1911, naquit à Hadjout Yamna Zulikha Oudaï, né Chaïb. Son père Braham est un grand propriétaire terrien, conseiller municipal et président du comité de patronage d'école d'indigènes. Ses études, elle les fait à Hadjout. Elle épouse à 16 ans l'Arbi Oudaï, un maquignon connu et très respecté. La Zulikha est très stricte dans l'éducation de ses enfants, qu'elle impliquera plus tard dans la révolution, mais n'aura jamais la chance de les voir grandir. Durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la mort emporta son frère parti défendre une patrie qui n'était pas la sienne, elle cria haut et fort son indignation. Elle dira à son fils Habib, revenu d'Indochine blessé en 1955 et devant se marier avec sa cousine la même année: Monte au maquis, tu te marieras à l'indépendance. La Zulikha organise un réseau de femmes et d'hommes mettant en place les moyens pour faire acheminer la logistique au maquis. Après l'exécution de son époux intendant au sein de la Haleine, capturé avec sur lui la somme de 300 000 francs, elle n'hésite pas à faire irruption au commissariat et obtient gain de cause. Elle récupère la somme et la remet à l'organisation. Fait unique dans la Haleine, la Zulikha devient responsable politico-militaire de la ville de Cherchell. Début 1957, le réseau FLN de Cherchell est découvert et ses membres arrêtés. La Zulikha déplace le PC de Cherchell au maquis
où elle organise les relais pour les combattants en transmettant les orientations et informations dont cherche-t-elle malgré le danger. Le 15 octobre 1957, la Zulekha est prise lors d'un ratissage. Les Français montent une véritable mise en scène, ramènent de force les populations des alentours afin qu'ils voient la Zulekha attachée à un blindé humilié. La tête haute, Zulekha crie. Mes frères, soyez témoins de la faiblesse de l'armée coloniale qui lance ses soldats armés jusqu'aux dents contre une femme. Ne vous rendez pas, montez au maquis, libérez le pays. Le capitaine tente de la faire taire. Méprisante, elle crache au visage de ses tortionnaires. Elle sera torturée des jours durant, sans jamais donner un nom, et exécutée le 25 octobre 1957.